All right, veuillez vous lever. Please be seated. The appeals chamber now will hear the rest of the La Chambre d'appel va maintenant entendre le reste de la réponse de la défense et il vous reste 6 minutes du temps qui vous avait été alloué. La réponse est à vous. Je vous remercie, Madame le Président. Moyen 4. Mon éminent consoeur de l'accusation a fait valoir que le tribunal a compétence sur le crime de terreur. Elle invite la Chambre à le constater sur la base de l'affaire Galić et le fait qu'il était prévisible pour M. Mladic que sa conduite aboutirait à une condamnation pour terreur. Je vais prendre ces points les uns après les autres. L'accusation se base sur la décision dans l'affaire Galić et le fait que ceci ait été suivi par des affaires ultérieures pour arguer du fait que la Chambre peut se satisfaire du fait que la criminalisation de la terreur faisait partie du droit international coutumier. Mon éminente consoeur n'a pas abordé le fait qu'il y avait une absence de pratique d'État, comme cela avait été identifié dans les arguments de l'appelant. Elle indique plutôt que l'appelant, et je cite, ignore que la Chambre d'appel dans l'affaire Galić ne s'est pas uniquement basée sur les lois nationales. Aux transcriptions, page 107, lignes 23 à 25. Pour étayer cela, elle note une référence à la terreur dans le rapport de 1919 sur la commission des responsabilités cité au paragraphe 93 du jugement en appel de Galić. Lorsque les citations sur lesquelles on s'est basé la Chambre d'appel dans l'affaire Galić sont placées dans leur contexte, il est clair que la commission faisait des déclarations assez larges sans pour autant citer les définitions juridiques. Et par la suite, il n'est pas tout à fait clair si la référence au terrorisme systématique, entre guillemets, est conceptualisée de manière correspondant à l'article 51.2 du protocole complémentaire 1 ou de l'article 13.2 du protocole supplémentaire 2. Et à cet égard, je félicite l'opinion dissidente du juge à Schomburg au paragraphe 14. Il est important que pour les États concernant la commission dans la chambre d'appel de Galić, ils n'ont pas mis l'accent sur le fait que la terreur avait été criminalisée dans la législation nationale, amenuisant ainsi l'affirmation selon laquelle le rapport de la commission, d'une certaine façon, pouvait être pris comme preuve de la pratique de l'État ou de l'opinion juriste. Concernant donc la pratique de l'État, il n'y avait pas de pénalisation de la terreur contre la population civile et le tribunal de Nuremberg ou la Chambre de Tokyo, la charte de Tokyo ou le droit ou la loi numéro 10 du Conseil de contrôle sur la punition des personnes coupables de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité en Allemagne. L'appelant fait valoir que l'accusation n'a pas réussi à amenuiser les arguments de l'appelant concernant l'absence de pratiques d'État extensives et virtuellement uniformes pour montrer au-delà de tout doute que la criminalisation de la terreur faisait partie du droit international coutumier au moment lors de la période couverte par l'acte d'accusation. Outre cela, le fait que d'autres aient suivi la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Galić ne permet pas de trouver une solution à ce raisonnement juridique défectueux. En fait, cela permet de donner une impulsion et d'encourager la revue de la décision pour corriger ce que la loi a pris comme un résultat de l'affaire Galić. Et l'appelant maintient qu'il y a des raisons convaincantes de s'écarter de l'affaire Galić.
La prévisibilité. Mon éminente consoeur a soulevé la question de la prévisibilité. Néanmoins, elle élide les arguments de l'appelant à cet égard. Il est clair dans le mémoire d'appel que les arguments sur le fait qu'une coutume criminalisant la terreur n'existait pas et que ceci est distinct de ce qui concerne la prévisibilité. La question de la prévisibilité est considérée au paragraphe et prise en considération au paragraphe 350 à 372 du mémoire d'appel et au paragraphe 70 à 71 de la réplique. Si l'on ne peut constater l'existence d'une coutume, alors la question de prévisibilité n'existe plus. Les deux doivent être pris en considération séparément. En réponse aux arguments de l'accusation sur la prévisibilité, comme l'accusation ne peut soulever de nouveaux arguments oraux ou ne peut amenuiser les arguments de l'appelant à cet égard, l'appelant rappelle les requêtes écrites détaillées dans le mémoire d'appel et la réplique et affirme que l'accusation n'a pas réussi à examiner ces requêtes de manière cohésive. Inverser le moyen neuf. L'appelant invite donc la chambre d'appel à infirmer la condamnation sur le moyen neuf. Si l'on passe maintenant au moyen neuf, comme aucun nouveau point n'a été soulevé et que l'appelant a répliqué à ceci dans le mémoire d'appel au paragraphe 128 et 135, je ne vais pas aborder avec cela plus en détail que la Chambre. L'appelant réitère et rappelle ses arguments au paragraphe 921 et 958. Et l'appelant fait valoir que l'imposition d'une condamnation à vie devrait être infirmée. Pour conclure l'appel de M. Mladic, nous faisons les remarques suivantes. La poursuite de l'accusation ne devrait jamais se faire aux dépens des principes de base de la règle de droit. L'application à la lettre du droit assure que les émotions et le désir de redresser les erreurs socio-historiques ne déterminent pas les décisions judiciaires. L'appelant fait valoir qu'il convient de faire preuve de respect par rapport aux conclusions tirées par la Chambre de première instance. L'appelant s'est acquitté de sa charge, de la charge de la preuve qui lui incombait, et il a démontré l'existence des erreurs de droit et de fait dans le mémoire d'appel, et l'accusation n'a pas pu amenuiser cela. L'appel est fondé. Pour les raisons qui ont été indiquées dans le mémoire d'appel, l'appelant invite la Chambre à infirmer les condamnations prononcées par la Chambre de première instance sur les moyens 2 à 11 de l'acte d'accusation et de le déclarer non coupable pour l'ensemble des chefs. Madame la Présidente, Mesdames les juges, ceci conclut l'appel au nom de M. Mladic. Juste une correction, Madame le juge, Madame, Messieurs les juges, dans le document, et je m'en excuse car dans ma hâte à faire les choses vises, à la page 44 de la transcription temporaire à la ligne 22, lorsque j'ai parlé de P1145, page 45 à 49, je voulais dire P1445, page 45 à 49. Et cela s'arrête là. C'est la seule correction que je voulais apporter. Merci. Le juge Niambé, merci. Cela conclut les arguments en rapport avec l'appel de M. Mladic. La Chambre d'appel va maintenant entendre l'appel de l'accusation. Le conseil de l'accusation, vous avez 30 minutes. Madame le juge, j'ai une question pour l'accusation avant qu'ils ne présentent leur appel.
Et j'ai besoin d'une précision côté de la défense. Donc, si vous le permettez, j'aimerais poser ma question. Merci. Juge Naïmana, la précision que je demande à la défense est la suivante. Il y a une allégation concernant la chambre de première instance qui aurait commis des erreurs en concluant que l'acte d'accusation détaille de manière suffisante des faits matériels, comme par exemple l'identité des victimes, les dates, les lieux et les acteurs pour chaque incident, qu'ils soient énumérés ou non énumérés dans les annexes. J'aimerais que Mme Bagot me cite 2 cas simplement d'erreur. Quelle est exactement cette erreur? Et deuxièmement, est-ce que vous avez soulevé ce point devant la Chambre de première instance sur ces incidents répertoriés? Et si vous l'avez fait, est-ce que la Chambre vous a donné une orientation sur ce qu'il fallait faire concernant les incidents répertoriés? Pour l'accusation, la Chambre d'appel dans l'affaire Karadzic a maintenu les conclusions de la Chambre de première instance, à savoir qu'il n'y avait pas de génocide dans certaines municipalités en Bosnie-Herzégovine en 1992. Quelles sont les raisons pour que notre Chambre d'appel s'écarte de cette ligne de conduite? Merci. Le juge Niambé, est-ce que nous devrions commencer par... Bon, allez-y. Le juge Nahimia, je pense que la défense peut me donner sa réponse et l'accusation, ensuite l'accusation, et ils pourront ensuite me donner leur réponse quand ils auront terminé leur partie. Merci. Madame Bagot, pour en venir à la première question qui concernait 2 incidents très clairs, le premier à laquelle je voudrais faire référence est le traitement inhumain et cruel. Un incident relatif au traitement inhumain et cruel. Petit i. Si vous permettez, je vais vérifier mes notes avant de répondre. Peut-être que cela pourrait... J'ai aidé, j'ai peut-être rédigé quelque chose qui n'est pas bien écrit. Étant donné la nature de la question, il serait bon que je puisse vérifier mes notes. Et je vous demanderai si mon éminente consoeur est prête à faire son appel. Je pourrai ensuite répondre à votre question après. Le juge Ibanda, d'accord. Madame Bagot, je vous en remercie. Madame le juge Nahimia, dans l'affaire Karadzic, il y avait bien entendu des éléments de preuve et des conclusions différentes par la Chambre de première instance. La différence principale, il y en a en fait 2 dans les conclusions de la Chambre Karadzic sur les faits en rapport avec cette affaire. La première différence, c'est qu'ils ont conclu à une formulation différente de l'entreprise criminelle conjointe et l'objectif de cette ECC et les crimes qui faisaient partie de cette ECC concernant l'implication de Karadzic. Donc la formulation était différente et l'ECC et les moyens pour réaliser l'ECC étaient appelés des crimes 3 de l'ECC. Et ça, c'est la première distinction. Et dans la deuxième distinction importante, c'est que la Chambre n'a pas considéré que l'un des auteurs principaux avait des intentions destructives. Elle n'a pas conclu que les auteurs matériels avaient pour intention de détruire la communauté musulmane de Bosnie en partie. Donc nous avons 2 différences factuelles essentielles dans les conclusions factuelles sous-jacentes à l'affaire.
Et simplement pour vous rappeler, mesdames, messieurs les juges, que dans cette affaire, l'ensemble des crimes commis dans la municipalité, par là j'entends les meurtres, l'extermination, les massacres, la persécution, les déportations et les déplacements forcés, tout ceci faisait partie des moyens utilisés pour réaliser les objectifs de l'entreprise criminelle commune. L'objectif de nettoyer le territoire revendiqué par les Serbes et d'expulser le reste de la population du reste du territoire. Ceci faisait partie de l'ECC1. Et dans cette affaire, la Chambre de première instance a conclu que sur les faits dans cette affaire, basés sur les faits, les auteurs principaux et les auteurs locaux qui commettaient les massacres dans ces lieux avaient pour intention de détruire la population musulmane de Bosnie dans ces régions. Le juge Nahamia et les municipalités dans cette affaire, est-ce qu'elles correspondent aux municipalités dans cette affaire-ci, là où ils ont conclu qu'il n'y avait pas de génocide? Madame Beg. Merci, Madame le juge. Certaines sont les mêmes municipalités, donc par exemple Prijedor dans les deux affaires, mais les municipalités ne sont pas toutes identiques. Le juge Nahamia, est-ce que vous êtes prête à me donner votre réponse? Madame Bagot, oui, Madame le juge. Merci pour le temps qui m'a été donné. Comme cela a été dit dans nos arguments écrits et oraux, les arguments de l'appelant ne concernent pas le fait que l'acte d'accusation est défectueux en tant que tel. Le problème dans cette affaire, c'est que la Chambre de première instance, de sa propre volonté, a prononcé des condamnations sur ce qui était de simples accusations. Il ne s'agissait pas d'incidents qui étaient répertoriés sur une liste ou d'incidents non répertoriés. Deux exemples auxquels je voudrais vous renvoyer, mesdames, messieurs les juges, c'est l'incident JII, un incident de traitement inhumain et cruel. Si vous regardez la liste des témoins du 65 ter, dans un seul paragraphe qui fait référence à des incidents répertoriés, la deuxième phrase fait référence à quelque chose d'autre. Cet incident qui figure dans le premier paragraphe était répertorié. La deuxième phrase se rapporte à une autre accusation, et c'est cette accusation sur laquelle sur la base de laquelle la Chambre de première instance a tiré une conclusion en parlant d'incidents non répertoriés, non identifiés. La même erreur se retrouve dans un incident de bombardement du 14 mai 1992. Et si vous regardez la liste des témoins du 65 ter, là encore, le même problème se retrouve. Ce qui s'est passé dans le narratif et le récit du témoignage du témoin, au début, il est dit, il y a un élément qui explique sur quoi ils vont être appelés à témoigner. Il y a donc une accusation qui a été faite et néanmoins, cette accusation n'est pas spécifiée comme étant un incident répertorié ou non répertorié. Donc, l'appelant fait valoir que ceci s'inscrit dans la catégorie des incidents non répertoriés et non identifiés. Et que donc, en prononçant une condamnation sur cela, sur la base de cela, et en considérant que M. Mladic était responsable, la Chambre de première instance a fait une erreur tout à fait visible, évidente. Le juge Nahamia, Madame le Président, c'est tout. Le juge président, je n'entends rien. Le juge Nahamia, j'ai reçu mes réponses, donc on peut poursuivre. Le juge président, la chambre d'appel va maintenant entendre l'appel de l'accusation. L'accusation, vous pouvez poursuivre. Madame Beg, merci, Madame le juge président. Aujourd'hui, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs les juges, de prendre les conclusions sur le génocide de la Chambre de première instance et d'aboutir à leurs conclusions logiques. Mais pour les erreurs critiques et importantes sur le plan factuel et juridique dans l'appréciation de l'intention génocidaire, la Chambre de première instance aurait condamné Mladic de génocide
dans le cadre du chef d'accusation 1, des municipalités relevant du chef d'accusation 1. Mais la Chambre de première instance a commis une erreur en considérant que les parties de groupes ciblés par la destruction n'étaient pas suffisamment importantes pour être prises en compte comme un génocide. Et il a fallu évaluer l'intention et apprécier l'intention de Mladic, la Chambre de première instance a commis une erreur en appliquant un examen judiciaire plus strict pour le leadership. Si la Chambre n'avait pas commis d'erreur, la conclusion inéluctable est que Mladic est coupable de génocide. Et pas seulement à Srebrenica, mais également dans les municipalités relevant du chef 1, à Prijedor, à Sanski Most, à Kotor-Varoš, à Foča et à Vlasenica. Hier, je vous ai donné un aperçu rapide des crimes commis dans ces municipalités. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur 2 erreurs dans l'analyse de la Chambre de première instance. Tout d'abord, je me pencherai sur les erreurs concernant le critère restrictif pour l'intention des dirigeants, qui est donc le moyen 2 dans l'appel de l'accusation. Et ensuite, je passerai aux erreurs dans l'appréciation par la Chambre de première instance de la taille et de l'importance des groupes ou des parties de groupes ciblés, tous 2 en rapport avec l'erreur indiquée dans le moyen 1 et la solution. Je voudrais commencer par ce niveau juridique restrictif ou ce critère juridique restrictif pour les dirigeants. La Chambre, de manière incorrecte, a considéré que dans le cas des personnalités ou des dirigeants, l'examen juridique pour l'intention génocidaire est plus strict. Et ceci est une erreur de droit clair. Je dis cela parce que lorsque la Chambre de première instance a apprécié l'intention génocidaire des auteurs locaux, elle s'est correctement penchée sur l'ensemble des éléments de preuve. Elle a analysé les circonstances entourant les crimes pour conclure que les auteurs locaux avaient l'intention de détruire en partie le groupe des musulmans de Bosnie en tant que tel. Mais lorsqu'il s'est agi de Mladic et d'autres dirigeants de l'ECC, la Chambre de première instance a considéré que cet examen serait différent. Pour Mladic et ses membres de l'ECC, la Chambre a considéré que des évidences indirectes sont juridiquement insuffisantes pour établir le mens rea. Et je voudrais maintenant vous référer au paragraphe de la décision et tout d'abord au paragraphe 34-40 où la Chambre de première instance parle de l'examen judiciaire pour l'intention en rapport avec les auteurs locaux. Et plutôt que de vous montrer donc une diapositive, je vais lire ce qui s'est dit dans les paragraphes, la partie concernée au paragraphe 34-40. Il est dit « En rapport avec l'appréciation de l'intention spécifique des auteurs matériels, la Chambre de première instance rappelle que lorsque des éléments de preuve directe de l'intention spécifique est absente, l'intention spécifique peut être déduite des faits et circonstances environnantes. » La Chambre de première instance explique au paragraphe 34-57 que ces autres faits et circonstances peuvent comprendre les situations où les victimes sont prises pour cible de façon systématique à cause de leur appartenance à un groupe. Il faut tenir compte également du scénario des atrocités, de leur répétition, de leur portée et de la question de savoir si d'autres actes punissables ont été commis contre un groupe. En ce qui concerne les auteurs d'un niveau inférieur, la Chambre de première instance s'est dite convaincue, sur la base de ces autres éléments de preuve, que ceux-ci étaient animés de l'intention de détruire des parties du groupe des musulmans de Bosnie visés dans les municipalités visées au chef 1.
Et maintenant, je vous invite à comparer cette approche avec l'approche adoptée vis-à-vis des dirigeants. Je vais vous renvoyer au paragraphe 42-36. Dans le paragraphe précédent, la Chambre de première instance conclut que les déclarations faites par les dirigeants ne sont pas ambiguës et ne révèlent pas d'une manière ambiguë l'intention dont ceux-ci étaient animés. Puis elle dit au paragraphe 42-36, pour conclure que les dirigeants bosno-serbes cherchaient à détruire les groupes protégés dans les municipalités visées au chef 1 en se servant d'un certain nombre d'auteurs physiques comme d'instruments, il en faut davantage. En l'absence d'autres éléments de preuve qui permettent d'étayer d'une manière non ambiguë qu'ils étaient animés d'une intention génocidaire, tirer des conclusions sur la base d'actions punissables commises par les auteurs physiques seuls ne suffit pas. Autrement dit, on peut tirer des conclusions sur la base des éléments de preuve indirects concernant le scénario des crimes en ce qui concerne les auteurs locaux. Mais ces mêmes éléments de preuve ont été jugés insuffisants quand il s'agit des dirigeants. En ce qui concerne les dirigeants, comme la Chambre de première instance l'a dit expressément, il en faut davantage. Donc la Chambre définit le droit ici d'une manière expresse. Elle ne dit pas, à la lumière de ces faits, on ne peut pas déduire que, etc. Elle définit le droit applicable et elle le fait d'une manière erronée lorsqu'elle dit que l'on ne peut pas tirer des conclusions sur la base des actions commises par les auteurs locaux. Ce faisant, elle applique un critère juridique plus restrictif. Et cela se dégage clairement de la manière dont elle a analysé les déclarations faites par les membres de l'entreprise criminelle commune. Je renvoie au paragraphe 42-35. La Chambre a étudié ces déclarations sans établir de lien entre celles-ci et la participation directe des membres de l'ECC dans un scénario de nature violente et discriminatoire contre le groupe pris pour cible. Et ce critère plus restrictif appliqué aux dirigeants va à l'encontre de la jurisprudence sur le génocide qui a été établie pendant 2 décennies au sein du TPIR et du TPI grec. Comme l'a précisé la Chambre d'appel dans l'affaire Rutaganda au paragraphe 525 de l'arrêt, les éléments de preuve inambigus montrant l'intention requise sont rares, notamment dans les affaires où il est question de génocide. Les manifestations de l'intention criminelle sont souvent rares dans le contexte d'un procès pénal. En l'absence d'éléments de preuve directs et dépourvus d'ambiguïté, on peut tirer des déductions sur la base des faits pertinents et des circonstances. Et c'est le critère que la Chambre a appliqué à juste titre s'agissant des auteurs locaux. En revanche, elle a commis une erreur lorsqu'elle a appliqué un critère différent et plus restrictif en ce qui concerne la DITCH et les dirigeants. On ne trouve aucune explication à cela dans le jugement. Aucune raison pour laquelle les membres de l'ECC seraient traités différemment par rapport aux auteurs locaux. Ce n'est pas qu'une distance plus importante séparait les membres de l'ECC de crimes commis, étant donné que les auteurs locaux avaient l'intention de détruire. Et parmi eux, il y avait un certain nombre d'officiers de rang moyen, ou ceux qui se trouvaient seulement quelques échelons au-dessous de Mladic. Et on ne peut pas dire non plus que les auteurs locaux ont commis des crimes directement, tandis que les dirigeants étaient des auteurs indirects. Parce que parmi les auteurs locaux,
On retrouve également un certain nombre de fonctionnaires qui n'avaient pas commis de crime physiquement. C'est pourquoi nous parlons d'ailleurs d'auteurs locaux et non pas d'auteurs physiques de crimes. La Chambre de première instance ne propose aucune explication pour motiver ces deux approches différentes. Mesdames et messieurs les juges, l'incidence de cette erreur de droit qui a été commise par la Chambre de première instance, c'est qu'il n'est pas possible de déclarer des dirigeants coupables que dans des rares situations où ils ont déclaré sans aucune ambiguïté qu'ils étaient animés d'une intention génocidaire. Parce que, selon le jugement, s'il n'y a pas d'éléments de preuve directs et non ambigu concernant le scénario de crime, alors on ne peut pas démontrer qu'un dirigeant était animé de l'intention de commettre le génocide. Et ce critère juridique trop restrictif est erroné. Et c'est pourquoi la Chambre d'appel doit intervenir pour que les chambres de première instance à venir ne soient pas induites dans la même erreur. Mesdames et messieurs les juges, si la Chambre de première instance avait appliqué le critère juridique qu'il convenait, une seule conclusion pouvait être tirée raisonnablement, à savoir que Mladic et que les autres membres de l'ECC étaient animés de l'intention de détruire la communauté des musulmans de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1. La Chambre de première instance a conclu que Mladic et les autres membres de l'ECC se sont servis des auteurs locaux qui ont servi d'instruments pour commettre les actes sous-tendant le génocide, en introduisant des mesures discriminatoires à l'encontre des musulmans de Bosnie. Et au vu des circonstances dans lesquelles ces crimes ont été commis, les crimes qui ont été commis sous le contrôle de Mladic et les autres membres de l'ECC, la majorité a conclu que les auteurs locaux étaient animés de l'intention de détruire physiquement le groupe protégé dans chacune des 5 municipalités concernées. La Chambre de première instance a pris en considération l'intensité des attaques lancées contre les communautés des musulmans de Bosnie pendant une courte période de temps, le fait que des milliers de bosno-musulmans ont été tués, ils ont été exécutés dans leur foyer, des dizaines ou des centaines ont été exécutés lors des attaques lancées par les forces bosno-serbes contre les villages musulmans. Il y a eu des massacres dans les camps de détention où les prisonniers ont trouvé la mort à la suite de la famine, parce qu'ils étaient roués de coups, parce qu'ils ne bénéficiaient pas de soins médicaux. Et la Chambre de première instance a également pris en considération les souffrances physiques et psychologiques graves qui ont contribué à la destruction de ce groupe protégé. Il s'agit de sévices que ce groupe a subis, de viols et d'autres violences sexuelles brutales. En ce qui concerne les survivants, la Chambre de première instance a conclu que le mal qu'ils ont souffert leur a infligé des souffrances de long terme et que leur capacité de mener des vies constructives a été affectée. Je me réfère au paragraphe 43-51. La Chambre a conclu à juste titre que les autres atrocités commises contre les membres de ce groupe étaient importantes et graves, qu'il s'agisse de déplacements forcés, de persécutions, de la destruction de mosquées. Il s'agissait d'effacer toute trace du groupe des musulmans de Bosnie dans ces territoires. Je renvoie au paragraphe 34-57 du jugement. Mesdames et messieurs les juges, ces crimes sont les crimes commis par Mladic. Ce sont les crimes commis dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Presque tous les auteurs locaux nommés, presque toutes les unités étaient subordonnées directement à Mladic, se trouvaient sous son commandement et sous son contrôle, tandis que les autres étaient contrôlés par les autres membres de l'ECC.
La Chambre de première instance a conclu, comme l'a dit, et les autres membres de l'entreprise criminelle commune ont utilisé les auteurs locaux pour commettre ces crimes sous-tendant le génocide. Il s'agissait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis afin de réaliser l'objectif criminel commun, celui d'assurer la séparation ethnique par quelque moyen que ce soit. Et ces mêmes actes criminels constituent l'élément matériel du génocide. La Chambre de première instance a conclu que Mladic a contribué à la commission de ces crimes, qu'il a joué un rôle pivotal et que sans Mladic, ces crimes n'auraient pas pu être commis. Je renvoie au paragraphe 46-12 du jugement. Et je vous rappelle que ces crimes ont été commis parce que, comme la Chambre de première instance l'a conclu, les auteurs locaux, les instruments de Mladic avaient l'intention de détruire. Alors, si les crimes commis permettent de démontrer que les hommes utilisés à titre d'instrument étaient animés d'une intention de détruire, comment Mladic a pu ne pas être animé de la même intention? Surtout parce que les éléments de preuve présentés contre Mladic sont beaucoup plus forts que la thèse, que les moyens de preuve présentés à l'encontre des auteurs locaux. Mladic est coupable d'un scénario de crime beaucoup plus important dans toutes les municipalités visées au chef 1. Et tous ces actes font partie de l'entreprise criminelle commune et de l'objectif commun poursuivi, celui d'assurer la séparation ethnique par quelque moyen que ce soit. Il s'agissait de détruire les communautés bosno-musulmanes, non seulement de les chasser du territoire, mais leur disparition devait produire un effet menaçant qui devait faciliter la séparation ethnique ailleurs. D'ailleurs, Mladic et les autres membres de l'ECC ont fait des déclarations qui révèlent leur intention génocidaire. Prenez par exemple les discours qui, d'après la conclusion de la Chambre de première instance, étaient de nature incendiaire, qui ont semé la peur et incité à la haine ethnique. Je renvoie au paragraphe 42-35 du jugement. Le langage dérogatoire a été utilisé dans les médias, où Mladic a désigné les musulmans comme les voyous de la pire espèce. Il a investi des efforts pour semer la propagande qui reposait sur des animosités de nature historique. Et il s'agissait d'encourager des crimes contre les musulmans de Bosnie et de menacer leur existence même. Il avertissait que si ceux-ci n'étaient pas éliminés, il chercherait à commettre un nouveau génocide contre les Serbes. Je vous renvoie par exemple au paragraphe 44-99 du jugement. Mladic a fait des déclarations frappantes, d'autant plus que normalement il cherchait à dissimuler les crimes commis et de ne pas les montrer aux yeux de la communauté internationale. C'est Mladic qui avertit le jour où il a assumé le commandement de la VRS qu'il fallait garder le projet criminel comme un secret. Je renvoie au paragraphe 3704. En janvier 1994, en s'adressant à l'Assemblée des Serbes de Bosnie, un an après la campagne destructive menée dans les municipalités, Mladic s'est exprimé très simplement. Il a dit ce qui me préoccupe, ce n'est pas le fait qu'ils travaillent à créer un État. Ce qui me préoccupe, c'est de les faire disparaître complètement. Je renvoie au paragraphe 46-29. Cette déclaration n'est pas ambiguë du tout. Elle révèle expressément son intention génocidaire, notamment lorsque nous l'examinons dans le contexte des autres conclusions tirées par la Chambre de première instance, à savoir, comme Mladic a cherché à établir un État serbe éthiquement pur par quelque moyen que ce soit, ensemble avec les autres membres de l'ECC, qui ont menacé de recourir à la violence extrême pour réaliser leurs objectifs liés à la séparation ethnique. Et ils ont menacé à de nombreuses reprises les musulmans de Bosnie. Ils les ont menacés qu'il allait disparaître. Mladic avait l'intention de mener une campagne violente
de persécution. Il a surveillé cette campagne et il a joué un rôle pivotal dans ces campagnes. Il s'agissait de chasser les musulmans de Bosnie des territoires revendiqués par les Serbes. Ses subordonnés ont commis des actes génocidaires à de nombreuses reprises. Et la Chambre de première instance a conclu que Mladic était pénalement responsable des crimes commis par ses auteurs. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs les juges, que cette invitation à faire disparaître les musulmans a été faite par lui, après qu'il a été averti par l'Assemblée générale des Nations unies qu'il fallait mettre un terme au nettoyage ethnique dans les municipalités. L'Assemblée générale de l'ONU l'a averti sans aucune ambiguïté qu'il s'agissait d'une forme de génocide lorsqu'on procède au nettoyage ethnique. Je vous renvoie au paragraphe 46-33 du jugement et à la pièce P2045 et P2046. Donc, quand on envisage tout cela dans le contexte, il est difficile d'imaginer une expression d'une intention génocidaire plus claire et plus précise que la déclaration faite par Mladic où il dit « Ce qui me préoccupe, c'est de les faire disparaître complètement ». Mesdames et messieurs les juges, lorsqu'on examine tous les éléments de preuve dans leur ensemble, lorsqu'on étudie les propos qu'il a prononcés ensemble avec les actions qu'il a commises, lorsqu'on examine tous les éléments de preuve dans leur ensemble, une seule conclusion peut être tirée raisonnablement. C'est comme Mladic avait l'intention de détruire physiquement les communautés bosno-musulmanes dans toutes les municipalités visées au chef 1. Et cela me ramène à la dernière partie de mes arguments qui concerne le caractère substantiel. En fait, c'est le seul élément qui a empêché la Chambre de première instance de conclure qu'un génocide a été commis. La Chambre a conclu que les auteurs locaux avaient l'intention de détruire le groupe des musulmans de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1, mais que les parties ciblées de ce groupe étaient trop petites. Et il s'agit là d'une erreur de fait. Aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement tirer cette conclusion. Mesdames et messieurs les juges, c'est la première fois qu'un tribunal international a conclu que les auteurs étaient animés d'une intention de détruire une partie du groupe sans les déclarer coupables de génocide sur la base du critère du caractère substantiel. Dans le cadre du moyen d'appel 1, développé dans notre mémoire d'appel, nous présentons des arguments détaillés expliquant pour chacune des communautés prises pour cible satisfaisaient les critères liés au caractère substantiel. Et nous allons en reparler lorsque nous parlerons des mesures sollicitées. Aujourd'hui, je souhaite me focaliser sur la finalité visée par ce critère du caractère substantiel. Parce que ce n'est pas un critère, une exigence explicite en ce qui concerne le génocide ou l'intention génocidaire, qu'il s'agisse des conventions de Genève ou du statut du TPY. Mais si une partie de groupe est prise pour cible, il faut s'agir d'une partie substantielle de ce groupe pour qu'on puisse parler du génocide. Comme l'a exprimé la Chambre d'appel dans l'affaire Krstić, ce critère est une mesure de sauvegarde. Il ne s'agit pas il s'agit d'empêcher que le terme génocide soit utilisé à la légère. Je me réfère au paragraphe 37. Mais il est possible de parler d'un groupe substantiel, même si le territoire géographique est limité. Et c'est parce que le génocide ne se limite pas à des crimes qui ont été commis à l'échelle aussi massive que l'Holocauste ou le génocide au Rwanda. Ceci est précisé dans les conventions de Genève. Le critère indispensable, c'est que l'intention de détruire doit exister. L'intention de détruire un groupe, qu'il s'agisse de l'ensemble du groupe ou d'une partie. Je renvoie à la décision prise dans l'affaire Nikolić et à l'arrêt Jeličić et à de nombreuses affaires où
on a constaté que le crime de génocide a été conclu dans la municipalité de Srebrenica. Donc, si un groupe substantiel peut résider dans une seule municipalité, il faut décider au cas par cas si la partie du groupe prise pour cible est substantielle ou non. Notre référence principale est l'arrêt dans l'affaire Krstić. Les numéros en ce qui concerne le groupe pris pour cible sont le point de départ nécessaire et important, mais ce n'est pas nécessairement le seul critère important. Je me réfère au paragraphe 12. Dans certaines affaires, le côté numérique suffit pour montrer que le groupe ou la partie du groupe est substantielle. Mais il faut aussi prendre en considération les dimensions relatives de ce groupe, son importance au sein de la communauté, la région dans laquelle les auteurs exerçaient le contrôle. Tous ces facteurs doivent être pris en considération. D'ailleurs, le critère du caractère substantiel concerne uniquement l'intention. La question de savoir combien de membres du groupe ont effectivement été détruits n'est pas pertinente. C'est l'intention qui est l'essentiel. Donc, il faut établir quel était le groupe concerné par l'intention de détruire et si ce groupe était suffisamment substantiel pour qu'on puisse parler de génocide. Mesdames et messieurs les juges, dans ces cas de figure, le nombre, le côté numérique seul suffit pour satisfaire aux critères du caractère substantiel. Et cela pour toutes les municipalités visées au chef 1. Les communautés visées comprenaient des dizaines de milliers de personnes. La plus petite des municipalités comptait 11 000 membres du groupe. La plus grande en comptait plus de 50 000. Il ne s'agit pas de parties du groupe qui n'ont aucune importance. Il ne s'agit pas de parties de groupe tellement petits que parler du génocide signifie utiliser le terme à la légère. Si des dizaines de milliers de personnes sont pris pour cible, alors le critère du caractère substantiel a été rempli. Mais on ne parle pas ici d'une seule municipalité. Les subordonnés de Mladić et les autres personnes utilisées à titre d'instrument par les membres de l'ECC ont commis des crimes avec l'intention de détruire à travers le territoire des 5 municipalités. Par exemple, en ce qui concerne le colonel Bassara, l'un des subordonnés de M. Mladić, le groupe siglé comptait plus de 80 000 membres sur le territoire de 2 municipalités. Je renvoie aux paragraphes 35.13 et 35.24. Au total, sur le territoire de 5 municipalités, plus de 128 000 hommes, femmes et enfants ont été pris pour cible simplement parce qu'il appartenait à un groupe donné. Donc, il ne s'agit pas d'intentions criminelles de petite dimension, mais d'intentions criminelles à grande échelle, qui cadre avec la définition du génocide, déjà sur le plan purement numérique. Et les autres facteurs ne font qu'étayer cette conclusion. Nous les exposons en détail au moyen d'appel 1 dans notre mémoire d'appel. La Chambre d'appel a conclu que le scénario des crimes commis dans les municipalités ne se réduisait pas à des crimes commis contre des individus. Donc, les persécutions ne prenaient pas simplement pour cible des individus. Ils prenaient pour cible des groupes à cause de leurs caractéristiques ethniques. Le scénario des crimes prenait pour cible les musulmans de Bosnie et menaçait leur existence en tant que tels. Pour conclure, mesdames et messieurs les juges, il ne faut pas hésiter à désigner le génocide par son nom. Et pour ces raisons, nous invitons la Chambre d'appel de déclarer l'appelant coupable de génocide. Merci. La présidente, merci beaucoup. Madame le procureur, nous allons maintenant faire une pause et reprendre pour entendre la défense de la défense. Nous allons faire une pause de 40 minutes et reprendre l'audience pour entendre la réponse de la défense.
All right. Oui, vous l'avez.